Et donc, il y a une très forte attente du monde de l'entreprise sur toutes les mesures de soutien à l'économie. Et donc, au nom de l'UDE-MEDEF, merci encore à vous de nous faire cette présentation. Alors, je vous laisse un peu appréhender un petit peu la façon de faire, hein, si vous voulez qu'il y ait des questions, ou alors est-ce que vous faites une présentation et vous voulez garder les questions pour la fin. Vous faites vraiment comme ça vous semble opportun. Et puis, en tout cas, merci encore et je vous laisse la parole. Très bien, écoutez, bonjour à tous. Alors, malheureusement, ma caméra ne fonctionne pas, donc vous allez uniquement entendre ma voix. On vous remercie également d'avoir accepté notre proposition de vous présenter les différentes mesures exceptionnelles de soutien à l'économie. Notre organisme, l'URSSAF, est un acteur majeur dans cette période un petit peu particulière, puisque en tant que collecteur des cotisations sociales, on voit bien l'impact que la crise sanitaire a pu avoir et donc il était aussi utile à notre niveau de pouvoir avoir un temps d'échange avec les entrepreneurs. Alors, comment on va fonctionner? Alors, déjà, je vais me présenter. Je vais présenter Madame Serem. Donc, Madame Serem est responsable de l'accueil à Jarry. Donc, c'est elle qui est responsable de l'accueil et donc qui reçoit les différents clients tout au long de l'année. Donc, c'est une professionnelle et une experte de l'accueil et des problématiques des entrepreneurs. Et moi-même, je suis responsable du département contrôle. Donc voilà, c'est sur un autre volet, le contrôle des entreprises. Donc aussi, je connais aussi très bien les problématiques des entreprises, des cotisations et des différents régimes que l'on peut rencontrer. Donc la présentation en fait va se faire en binôme. On s'est partagé l'animation du support. On a prévu un temps de questions-réponses à la fin de la présentation des employeurs du régime général. On va commencer par les employeurs du régime général et après on va passer sur les travailleurs indépendants. Donc ces questions-réponses, vous pouvez les poser via le chat. Et si vous n'avez pas l'occasion de poser les questions à l'occasion de la présentation du support, vous pouvez adresser les questions à Madame Jean et ultérieurement on répondra à l'ensemble des questions qui auront été posées. Voilà, on a prévu à peu près une petite heure de présentation, sachant que le format webinaire est, c'est pas l'idéal, mais c'est ce qu'on est obligé de faire actuellement. Donc, être derrière un ordinateur, c'est pas toujours évident. Donc, par expérience, une petite heure, ça permet à tout le monde d'être suffisamment concentré, de tenir pendant toute la durée de la présentation. Voilà. Donc, donc pour vous dire un petit peu de quoi on va parler dans un premier temps sur les employeurs du régime général. Donc, on va parler du report des paiements. On va parler de toutes les exonérations et des aides au paiement. On va parler des plans d'assurement et on va parler des remises exceptionnelles de dette. Voilà. Merci. Voilà, et ben moi je vais vous présenter, bonsoir à tous. Je vais vous présenter les mesures de report des paiements des cotisations. Voilà, donc depuis le début de la crise sanitaire, l'URSSAF a permis des reports de cotisations pour les employeurs en difficulté. Donc les reports ont été faits, ça a été le cas pour les échéances des 5 et 15 mars, des 5 et 15 juin. Cette possibilité de report s'est poursuivie pour les échéances de novembre et décembre 2020. Et toutefois, pour les échéances de janvier, février et mars 2021, le principe était que les prélèvements allaient reprendre et que les paiements des cotisations allaient être le principe. Toutefois, à tout principe, il y a des exceptions. En cas de difficulté de trésorerie, l'entreprise qui ne peut pas régler ses cotisations a la possibilité d'aller sur son site, le site de DCL, dans son compte en ligne, et faire une demande,
de report des cotisations. C'est le cas des entreprises qui ont fait l'objet de restrictions ou de fermetures. Il est toujours possible de reporter le paiement des cotisations, mais ça ne se fait plus de façon automatique, c'est vraiment au cas par cas. Alors, comment cela se fait-il? Le cotisant va sur son espace en ligne, c'est pour ça qu'il est très important d'avoir son compte DCL à jour. Il va sur son compte en ligne, préalablement à l'échéance, et fait une demande de report. En l'absence de réponse dans un délai de 48 heures, eh bien, la demande est présumée acceptée. Dans ce cas, les cotisations qui ne sont pas payées à l'échéance sont présumées reportées jusqu'à nouvel ordre, sans majoration de retard et sans pénalité de retard. L'idée, ensuite, est que l'URSSAF puisse prendre contact avec ces cotisants qui ont fait une demande de report et leur propose ensuite un échéancier personnalisé à l'exemple de ce qu'on verra tout à l'heure dans les plans d'apurement exceptionnels que les URSSAF aussi ont mis en place pour les entreprises en difficulté. Le report, la demande de report des cotisations, il ne faut pas l'oublier, ne dispense pas les cotisants de l'obligation de dépôt des DSN aux périodes prévues. Voilà. Donc, pour les mesures de report, c'est ce qu'on peut dire. Il n'y a pas de report systématique, mais à la demande, au cas par cas, et le cotisant fait sa demande en ligne dans son espace et ensuite, l'URSSAF prend contact avec ce cotisant pour lui proposer un échéancier personnalisé. Voilà. Très bien. Je te laisse la parole, Gilbert, pour la suite. Oui. Donc, un élément très important à appréhender dans ces différentes mesures de soutien, c'est que ces mesures de soutien sont liées au secteur d'activité. Ça, c'est un élément extrêmement important, ce dont je vais vous parler là, parce que finalement, c'est un peu l'architecture un petit peu de tout le dispositif. Donc, on a 3 secteurs d'activité qui sont éligibles. Le premier, il relève donc ce qu'on va appeler le secteur S1. Donc, c'est une liste qui a été déterminée par un décret. Et donc, ces activités, alors, bien entendu, vous les connaissez tous, et tous et toutes. Donc, c'est celles qui sont liées au tourisme, aux hôtels, cafés, restaurants, à la culture, au sport, au transport aérien, à l'événementiel. On en entend parler tous les jours. Ça, c'est le secteur S1. Donc, ça, c'est le premier secteur qui est éligible à l'ensemble du dispositif. Ensuite, vous allez avoir un deuxième secteur qui s'appelle le secteur 1 bis. Alors, il a le même paramètre en termes d'effectifs, de seuil d'effectifs, donc c'est pour les employeurs de moins de 250 salariés. Mais par contre, ce sont les entreprises qui vont dépendre du secteur précédent. Alors, souvent, pour vous donner un petit exemple, ça peut être un fournisseur ou un sous-traitant qui travaille exclusivement ou de manière le plus importante avec les secteurs que j'ai listés tout à l'heure. Donc, du coup, forcément, il va être impacté en termes d'activité. Et donc, pour ces secteurs d'activité qui dépendent du secteur S1, ils sont éligibles aux différents dispositifs. Mais par contre aussi, ce qui est important, il faut qu'on puisse constater une baisse du chiffre d'affaires. Donc, la baisse du chiffre d'affaires, elle peut se déterminer de 2 manières. Soit on part sur l'exercice annuel précédent ou l'exercice mensuel précédent, et on fait une comparaison. Et s'il y a une diminution de plus de 50% du chiffre d'affaires, l'entreprise est éligible au dispositif. Donc voilà. Donc on peut le faire au mois le mois, ou sur la même période, ou sur l'année, en comparant le chiffre d'affaires de l'année 2019 ou l'année 2020, ou alors en partant de date à date. Il y a les 2 possibilités. Et donc ça, c'est le secteur 1 bis. Et enfin, le troisième secteur qui est concerné, c'est ce qu'on va appeler le secteur S2. Le secteur S2, c'est essentiellement les employeurs qui sont soumis à une interdiction d'accueil du public, puisque dans le cadre des différentes dispositions qui ont été prises par les pouvoirs publics, notamment, il y a eu des interdictions d'accueil. On peut prendre les exemples actuellement sur les stands commerciaux, ou à Destrélan ou à Milénis, où actuellement, il y a une interdiction d'accueil. Et là, on va être plutôt sur une population qu'on va appeler S2,
hein, qui ne sera pas forcément qui sera pas du tout sur les secteurs d'activité que j'ai cités précédemment, mais qui auront une impossibilité d'accueillir le public. Et donc, sur la période, on va dire Covid-1, on était sur des entreprises de moins de 10 salariés, et sur la période Covid-2, on est sur les entreprises de moins de 50 salariés. Donc ça, cette architecture, elle est très importante. Donc, je répète, S1, S1 bis, S2. Et ça, ce sont des éléments importants parce qu'on va les reprendre régulièrement, parce qu'en fonction du secteur d'activité dont vous dépendez, les mesures seront différentes. Alors, je vous propose de vous présenter 3 mesures exceptionnelles de soutien à l'économie. Donc, on va avoir d'abord les exonérations partielles des cotisations et contributions à la charge de l'employeur. Après, dans un deuxième temps, les aides au paiement. Et dans un troisième temps, les propositions d'échéanciers de paiement et les remises de dette. Alors, juste un petit rappel, on a eu 2 périodes, on va dire, sur les dispositifs d'exonération. La première, quand il y a eu ce qu'on va appeler le Covid-1, donc de février à mai. Et puis, pour les activités S2, du 1er février au 30 avril. Donc ça, ces règles donc, ont déjà commencé il y a à peu près 1 an. Mais ce qui est important, c'est de parler de celles qui vont arriver. Et donc, l'exonération des cotisations, voilà, c'est un élément important. L'exonération des cotisations, elle porte sur l'ensemble des cotisations patronales de sécurité sociale, d'accident du travail, de chômage, de FNAL. Enfin, les différentes cotisations que les entrepreneurs sont amenés à payer. Et on parle bien d'exonération de cotisations patronales. Sur la deuxième période, alors quand on parle de deuxième période, c'est la période qu'on va appeler Covid-2, au moment où il y a eu le deuxième confinement, donc à partir du mois de novembre. Les conditions, donc je vous rappelle S1, S1 bis, dont j'ai parlé tout à l'heure. Les conditions pour bénéficier donc des différentes mesures dont on va parler, notamment l'exonération des cotisations patronales, c'est soit l'entreprise a subi une interdiction d'accueil du public, soit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une baisse de chiffre d'affaires de 50% par rapport à la même période en 2019. Par contre, si c'est un saisonnier, puisqu'on peut avoir une activité saisonnière, c'est une baisse de 15% du chiffre d'affaires. Lorsque vous remplissez ces conditions, vous êtes considéré sur les secteurs S1 et S1 bis, éligible au dispositif d'exonération des cotisations patronales. Alors, une petite exception pour les clubs sportifs professionnels qui, eux, sont un petit peu à part. Concernant le secteur S2, dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'interdiction d'accueil du public, le dispositif a en fait augmenté le seuil. Avant, on était à 10 salariés, maintenant, on est à moins de 50 salariés. Voilà. Sachant que il faut constater, le constat qu'il y a à faire, il faut qu'il y ait une interdiction d'accueil du public affectant de manière propondérante la poursuite de leur activité. Voilà. Et, oui. voilà. D'accord. Alors, excusez-moi, il y a un micro ouvert là, et il faut éteindre le micro, sinon c'est un petit peu compliqué. Voilà. Donc, les périodes qui sont éligibles, pour les employeurs, application à partir de septembre 2020. Pour les employeurs S1 situés dans les zones de couvre-feu. Pour les S1 bis, quelle que soit leur localisation. Et pour les S2, c'est à partir d'octobre 2020. Donc voilà, il y a une petite distorsion sur le début de la possibilité d'exonérer ces cotisations patronales en fonction du secteur d'activité dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, je vous disais une petite exception donc pour les sports professionnels, puisque là, il y a une prorogation des mesures jusqu'au mois de décembre. Mais là, on est vraiment sur une niche. Un petit tableau pour synthétiser un petit peu ce que je viens de dire. Donc voilà, vous avez un calendrier et on voit bien que les exonérations, elles sont variables en fonction du secteur d'activité et en fonction de la période. Ce que je vous disais tout à l'heure, pour les S1, on va de septembre jusqu'à mars, puisque c'est prolongé, là ça s'arrête à février, mais jusqu'à mars. On voit bien que pour les S1 bis, lorsque le deuxième confinement s'est arrêté, les mesures d'exonération vont cesser à partir de janvier-février, mais elles vont être valables entre octobre et décembre. Et pour les S2, on va avoir une période uniquement sur le mois d'octobre. Voilà. Donc c'est un schéma qu'il faut intégrer
et qu'il faut bien entendu appliquer en fonction de son secteur d'activité, hein, puisqu'il est variable en fonction de l'activité que l'on a et où on se positionne. Alors, on vous a fait un petit tableau comparatif entre la période Covid-1 et la période Covid-2. On va quand même de manière, comment dire, on va plutôt parler de la période Covid-2, puisque bon, la période Covid-1 est déjà passée. Ce qui est important, donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, pour les S2, donc je rappelle S2, interdiction d'accueil du public, on est passé à un seuil d'effectif à moins de 50 salariés. On a aussi une baisse du chiffre d'affaires de moins 50%, et si on a un saisonnier, une baisse de moins 15%, alors qu'avant on était 80 et 30%. Et pour apprécier les conditions d'application des mesures, on se situe à un mois donné. Par exemple, là, je me situe au mois d'avril, et je vais pouvoir appliquer les mesures à partir du mois de mars, avec sur la période M-1. Ce qui ne change pas, ce sont les cotisations, hein, dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc les différentes cotisations de sécurité sociale, patronale. Donc je ne vous rappelle pas toutes les cotisations, mais c'est celles-là qui sont couvertes. Ce que l'on peut aussi indiquer, c'est qu'il y a un seuil. Le montant est limité à 800 000 € sur le montant des exonérations qui sont applicables. Alors, pour bénéficier de l'ensemble de ces dispositifs, bien entendu, il faut faire ces déclarations, alors notamment de chômage partiel. Il faut, et ça a été précisé tout à l'heure par Madame Serem, hein, dans tout le dispositif, bien entendu, ce que l'on attend, que l'on ne puisse pas payer, c'est une chose. Et pour le bénéfice des aides aussi, c'est pareil, dans les deux situations, il faut qu'on ait reçu les déclarations. Vous avez la possibilité, pour les employeurs, par rapport aux modalités déclaratives, d'aller sur le site de l'URSSAF, où vous avez des fiches consignes qui vont vous aider à compléter vos déclarations. Puisque là, finalement, on va être sur des déclarations un petit peu particulières. Et donc, vous avez différentes fiches qui vous permettent de vous faciliter la complétude des différentes déclarations. Ce que l'on peut retenir, ça c'est un petit peu technique, c'est que c'est l'utilisation du CTP 667 qui va agréger l'ensemble des réductions de cotisation. Voilà, c'est sur ce CTP 667 que vous allez indiquer le montant d'exonération pour lequel vous êtes éligible. Aussi, une petite précision, vous continuez à bénéficier des autres dispositifs, donc la loi LODEOM, la réduction générale des cotisations, vous continuez à bénéficier de ces différents dispositifs en plus de ce CTP 667. Et c'est bien le cumul de l'ensemble de ces exonérations qui ne doit pas dépasser 800 000 €. L'aide au paiement. Martine, ça va? Comment? C'est à toi là, non? Ah non, non. Non. C'est un peu plus tard, moi. C'est encore toi. J'ai pas la numérotation. Alors, l'aide au paiement, donc c'est on va dire, c'est le deuxième wagon du dispositif. Hein, on a parlé des exonérations. Il y a une aide au paiement. Alors, les employeurs qui sont visés, ce sont ceux dont j'ai parlé tout à l'heure. Hein. Il y a une aide au paiement pour les gens qui sont éligibles à l'exonération Covid. Voilà. Les périodes d'emploi, la première période d'emploi pour laquelle on pouvait les aider au paiement, c'était de février à avril, mai 2020. Et là, on était sur du Covid-1. Et sur les périodes d'emploi éligibles aussi de la seconde période, c'est celle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Pour certains, ça va être à partir de septembre. Pour d'autres, ça va être à partir d'octobre, en fonction du secteur d'activité dont vous dépendez. Ce que je disais tout à l'heure, donc cette aide au paiement, elle va porter sur 20% du montant des salaires qui vont être versés. Hein, donc on a une assiette de cotisation. Hein. L'assiette de cotisation, pour rappel, c'est l'ensemble des éléments de rémunération qui sont versés. Il y aura possibilité d'avoir une aide au paiement à hauteur de 20% des revenus, dans la limite de 800 000 €, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Par contre, si vous êtes sur des secteurs d'activité un petit peu atypiques, comme la pêche et l'agriculture, la limite, elle va être de 120 000 €. Pour les mandataires sociaux n'ont pas été oubliés. Habituellement, les mandataires sociaux ne bénéficient pas des différents dispositifs parce qu'ils ne cotisent pas à l'assurance chômage.
Là, le législateur a prévu une aide, des dispositions pardon, pour les mandataires sociaux. Alors, il y avait une première disposition sur la période Covid-1. Sur la période Covid-2, elle porte sur un montant forfaitaire de 600 € par mois que l'employeur peut déduire de sa déclaration pour la rémunération d'un mandataire social. Bien entendu, il faut que le mandataire social ait été rémunéré sur la période. Et toujours pareil, on est sur des secteurs d'activité, les mêmes que je vous ai dit tout à l'heure, S1, S1 bis, S2. Donc, vous avez à la fois des exonérations, dont on a parlé, mais aussi qui concernent les mandataires sociaux, ce qui est une petite nouveauté, et sur un montant forfaitaire de 600 € par mois. Sur la DSN, puisque ces aides forfaitaires, à chaque fois qu'on parle d'aide dans la présentation, on parle d'aides qui vont être en fait des déductions. C'est-à-dire c'est une aide avec un montant. Là, par exemple, je vous ai dit, pour les mandataires sociaux, c'est 600 € par mois. Vous allez cumuler les 600 € par mois. Et ce n'est pas une aide qui va vous être versée, c'est une aide qui va être déduite de vos déclarations. Et là, l'aide forfaitaire pour les mandataires sociaux, ça va être un CTP 0,51. Et ce 0,51, ça va être aussi le CTP pour l'aide au paiement. Donc voilà, on est bien dans un système déclaratif où les différentes aides, exonérations sont répercutées, on va dire, dans les déclarations à travers des CTP. Et par contre, quelque chose de très intéressant, c'est que d'habitude, on fait une déclaration et c'est rattaché à une période d'activité. Là, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire, vous avez oublié de déclarer ces aides sur les mois précédents, vous pouvez tout cumuler sur une déclaration à venir. Alors, la DSN, ces déductions, deux manières de déduire. L'employeur est à jour de ses cotisations, il va déduire à travers les CTP que j'ai cités tout à l'heure sur sa déclaration courante. Et donc, on va déduire le montant des exonérations et des différentes aides de ce qu'il a à payer. Par contre, si c'est un employeur qui a utilisé la faculté de report des paiements, ce que vous a expliqué tout à l'heure Madame Serret, il y aura une imputation en fait des différentes aides au moment où on va vous notifier les différentes échéances de paiement. Donc ça va se faire un petit peu plus tard, mais peu importe. Dans tous les cas, cette déduction, elle est bien enregistrée, elle est imputée de ce que vous aurez à payer plus tard. Voilà, donc là on est sur la première partie. Alors je n'ai pas accès au chat, je ne sais pas s'il y a eu des questions de poser. Alors, oui, je lis une première question de Monsieur Fabre. Pour le tourisme, les hébergements diffus classés sont-ils éligibles aux mesures, ainsi que les mandataires? Donc, oui. il pose la question pour le tourisme et hébergement diffus. Tout à fait. Alors, c'est une très, très bonne question. En fait, on a deux principes pour retenir l'activité. Ce qu'on retient, c'est d'abord l'activité principale. Voilà. Quelle est l'activité principale de l'entreprise? Parce que dans une entreprise, on peut avoir plusieurs activités. Là, en l'occurrence, c'est assez simple. On est sur le tourisme, donc ça va être l'activité principale. Après, le deuxième élément qui va nous permettre de déterminer l'activité, ça va être le code APE. Le code APE est un bon indice pour déterminer le secteur d'activité. Et d'ailleurs, c'est souvent ce code APE qu'on utilise pour distinguer les entreprises qui sont éligibles ou pas au dispositif. Mais pour répondre clairement à la question, oui, ça fait partie du dispositif. Très bien. Bien. Avez-vous d'autres questions? Si certains participants ont des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Moi, j'ai une question technique. Est-ce qu'en Guadeloupe, tous ceux qui travaillent avec des experts comptables ou des spécialistes de la paye manipulent assez aisément les rubriques qui permettent de faire les déclarations? Est-ce que c'est général et est-ce que
vous visualisez ou vous identifiez un certain nombre d'opérateurs et d'entreprises qui ont des difficultés à manipuler les déclarations et à faire les choses correctement au niveau de la DSN. Martine, tu veux répondre ou je réponds? Oh, ben vas-y, mais en fait, tout ce que je peux dire, c'est que oui, on a un service qui gère un petit peu qui gère la DSN. Et lorsqu'il y a des difficultés sur notamment les codes CTP, ils prennent contact avec nous au niveau de l'accueil et on transmet leurs demandes au service de gestion des comptes. Oui, on gère ces problèmes de DSN, oui. C'est vrai que le système déclaratif est quand même relativement, on va dire, technique et un petit peu complexe. Voilà. Et comme l'a dit Madame Serem, c'est vrai qu'on se positionne en termes d'aide s'il y a besoin d'aide, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident. Il faut déjà maîtriser le concept de déclaration. Les déclarations se font via des CTP en fonction des risques. La deuxième chose, c'est, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs CTP en fonction des aides. Donc c'est vrai que c'est pas forcément évident. C'est pas forcément évident, mais bon, on se tient à votre disposition s'il y a vraiment des difficultés pour la complétude des déclarations. Très bien, merci. Alors, il y a une autre question, excusez-moi. Les entreprises fermées dans les centres commerciaux sont-ils éligibles aux exonérations de charges? Oui, en S2. En S2, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait des entreprises qui ne peuvent pas recevoir du public de manière prépondérante. Donc là, actuellement, pour la Guadeloupe, on va parler des entreprises qui se situent dans les centres commerciaux. À partir du moment où ils sont obligés de fermer leur boutique, ils sont je veux dire, impactés de manière prépondérante par rapport à leur activité. Donc oui. Donc là, on va les considérer un petit peu dans le secteur S2. Voilà, puisqu'on n'est pas sur un secteur d'activité comme tourisme, transport aérien et autres. Par contre, c'est quand même des activités qui sont impactées de manière très importante à cause de la fermeture de leur boutique ou de leur magasin. La difficulté qui va résider dans la bonne compréhension du différents dispositifs, je ne sais pas si vous l'avez bien compris, c'est qu'il y a plusieurs secteurs d'activité. Selon les secteurs d'activité, vous bénéficiez d'exonérations, mais les exonérations ne faut pas être forcément sur les mêmes périodes. On va dire que quelqu'un qui travaille dans le transport aérien ou qui est sur un secteur d'activité qui est extrêmement impacté, quelque part, il va bénéficier de l'ensemble du dispositif. Après, on va avoir des activités qui sont un peu à la marge, mais qui vont être impactées en fonction de la fermeture ou pas des centres commerciaux, par exemple. Et aussi, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a une disparité sur le territoire, entre le territoire national en métropole et ici. Les situations ne sont pas forcément équivalentes. Enfin, nous, par exemple, on est en période de couvre-feu. En métropole, là, ils sont en période de confinement. Il y a des magasins qui peuvent rester ouverts en Guadeloupe, mais par contre, d'autres qui sont dans les centres commerciaux vont fermer. Donc voilà, on est vraiment sur une situation au cas par cas. Donc là, on vous présente le dispositif de manière générale. Mais bien entendu, il faut appliquer le dispositif en fonction de sa situation propre et aussi par rapport au lieu d'activité. Les propositions d'échéancier de paiement. Voilà, donc je vais vous présenter les propositions d'échéancier de paiement. Donc le contexte de ces propositions d'échéancier s'aligne avec l'article 65 de la loi de finances rectificative de 2020. Et cet article prévoit que les reports de cotisation dont je vous ai parlé tout à l'heure donnent lieu à des échéanciers qui intègrent les cotisations salariales et les cotisations patronales. Ces échéanciers intègrent aussi les dettes qui sont antérieures à la période de Covid, la période de crise. Le cotisant n'a aucune demande à faire au niveau de l'URSSAF. L'envoi est automatique et prend en compte le montant, le nombre des impayés, le montant total de la dette. Il faut savoir qu'en février, près de 500 mails ou courriers sont partis à destination des cotisants qui étaient éligibles. À compter de la réception de son échéancier,
le cotisant a la possibilité, dans le délai d'1 mois, d'accepter, de renégocier ou de contacter son URSSAF pour un rendez-vous, pour faire part de ses commentaires et éventuellement discuter du mode de paiement. Alors, à qui s'adressent ces échéanciers? Alors, les échéanciers, donc je vous ai dit, sont partis en février. Et jusqu'au mois de mai, il y aura des mails, des courriers qui vont partir à destination des cotisants qui sont éligibles à ces dispositions. Il s'agit des employeurs du secteur privé qui ont moins de 250 salariés, qui ont au moins une dette Covid au titre des périodes Covid-19 à partir de mars 2020 et qui ne relèvent pas, des secteurs touchés par les restrictions sanitaires. Donc les secteurs énumérés par Gilbert, S1, S1 bis et S2. Voilà, il ne faut pas que ce soit des entreprises qui soient dans ces secteurs-là et donc susceptibles de bénéficier des aides à ce titre. Il faut savoir que ces dispositifs de proposition d'échéancier ne concernent pour le moment que les cotisations RG pour le régime général. Voilà. Comment est-ce que on accompagne les employeurs sur ce dispositif? Alors, l'information sur cet échéancier, qui sont finalement des plans d'apurement très exceptionnels, hein, puisque ça englobe les salariales et les patronales. Alors, l'information sur cet échéancier a été faite par notification sur le compte en ligne, sur l'espace en ligne, si le cotisant en a un, ou alors par courrier. Si le compte est rattaché à un compte de tiers déclarant, eh bien, le tiers déclarant reçoit une alerte qui le prévient de cette notification. Alors, l'information qui est faite aux cotisants comprend le calendrier de l'échéancier, la date de démarrage, la durée, le montant et le mode de paiement. Voilà. Comment est-ce que, comment on fait pour renégocier? Tu peux revenir en arrière, Gilbert, pour renégocier son échéancier. Alors, donc, le cotisant a la possibilité, un petit peu en arrière, d'aller sur son compte en ligne, un peu en arrière. Là, c'est le simulateur qui permet justement de... Voilà. Le cotisant a la possibilité d'aller... où est l'autre précédente? Excuse-moi. Juste avant, voilà. Voilà, donc là, c'est une illustration de ce qu'on voit sur le compte en ligne du cotisant. Donc, s'il veut renégocier l'échéancier qui lui a été envoyé, voilà, ça ne lui plaît pas. Donc, il va sur son compte en ligne, échanger avec mon URSSAF, un paiement. Ensuite, renégocier un échéancier de paiement. Voilà. Donc, ensuite... Voilà, donc ensuite, il arrive sur cette page où on lui dit, voilà, suite à la crise sanitaire du Covid, votre URSSAF vous a transmis un échéancier de paiement. Alors, il met le montant de sa dette et le nombre d'échéances qui lui ont été proposées. Voilà. Ensuite, là, il a la possibilité d'accéder à un simulateur qu'on a vu après, qu'on a vu tout à l'heure, le simulateur, voilà, ici, qui lui donne deux options. Option pour des mensualités fixes et des mensualités progressives. Voilà. Donc, si d'aventure, il y avait un montant soit de mensualité fixe ou de mensualité progressive qui lui convenait, il reporte sur la page précédente et à ce moment-là, il met le nombre de mensualités souhaitées et c'est OK. Si rien ne lui convient, il y a une case où il fait le commentaire, donc c'est très important de remplir la case commentaire hein, qui se trouve sur le dossier du cotisant en ligne. Voilà, ici, les propositions du simulateur ne me conviennent pas, et là, il y a un commentaire. Il peut faire un commentaire pour le mode de paiement, pour le nombre de mois, enfin, et à ce moment-là, nous contactons le cotisant et nous donnons un rendez-vous pour discuter un petit peu de ce plan, de cet accord et de ce plan d'apurement exceptionnel. Voilà.
OK. La remise de dette. La remise de dette, donc à qui s'adresse la remise de dette? Bon, alors ça s'adresse aux employeurs de moins de 250 salariés qui ne bénéficient ni d'exonération Covid, ni d'aide au paiement et qui ont subi quand même une baisse de leur chiffre d'affaires d'au moins 50% lors du premier confinement. Il faut noter que ces employeurs bénéficient d'un plan d'apurement Covid qui leur a été transmis automatiquement ou alors qu'ils ont renégocié, mais qui ne sont pas en mesure de payer la totalité des échéances du plan. Voilà. La remise peut être octroyée seulement lorsque toutes les cotisations salariales ont été payées. Voilà. Quelles sont les conditions? Donc, être à jour des obligations de déclaration et de paiement au 1er janvier 2020, ne pas avoir de condamnation pour travail dissimulé, attester de difficultés économiques particulières, mettant dans l'impossibilité de faire face aux échéances du plan d'apurement conclu, et attester avoir sollicité un étalement de paiement des facilités de financement supplémentaires ou des remises de dette auprès de ses créanciers privés. Voilà, attention, la demande doit préciser l'identité des créanciers, les dettes concernées, leur montant, leur date, enfin, c'est tout à fait complet. Voilà. Les conditions auxquelles les remises ont été faites. Voilà, les modalités de calcul de la remise. Donc, la remise partielle s'applique aux cotisations patronales encore dues au moment de la demande, au titre de la période de février à mai 2020 simplement. Voilà. La remise partielle calculée est imputée ensuite sur le montant qui reste pour le nombre d'échéances qui reste pour le plan, et donc ça va réduire d'autant ce qu'il faut payer. Voilà, la remise n'est définitivement acquise qu'au terme du plan et sous condition d'avoir acquitté la totalité des montants n'ayant pas fait l'objet d'une remise. Voilà. Ce qu'on peut dire, c'est que, en fait, le montant, pour effectuer sa demande de remise, pardon, il faut compléter un formulaire sur ursaf.fr, mais qui n'est pas encore disponible. Alors, certains cotisants peuvent faire la demande sur papier, mais on leur demandera quand même, lorsque le formulaire sera mis à disposition, de refaire cette demande sur leur compte, sur leur dossier, sur le compte en ligne. Voilà. Donc là, on arrive à la deuxième partie, enfin à la fin de la première partie, on va dire, en ce qui concerne l'employeur du régime général. Est-ce qu'il y a des questions qui ont été posées sur les derniers sujets qui ont été évoqués? Alors, dans l'attente des questions, moi j'en ai une qui nous revient souvent. Est-ce que dans les propositions qui sont faites, et notamment pour des entreprises qui auraient des dettes antérieures à la première période Covid, est-ce que dans les plans, il y a une remise des pénalités et majorations de retard si les plans sont respectés? Tout à fait. Tout à fait, justement, c'est bien ça. Les majorations de retard et les pénalités sont supprimées dès lors que le plan est respecté, bien sûr. Voilà. Et y a-t-il des questions? Pauline, est-ce qu'on a des questions? Non, on n'a pas de questions dans le chat. Pour information, Géna, c'est juste que son micro est coupé, mais elle est bien. Enfin, elle a un problème de micro, mais elle est bien là. Très bien. De toute façon, comme je l'ai dit précédemment, hein, on a laissé nos coordonnées à Madame Jean. Donc, s'il y a des questions ultérieures qui peuvent arriver dans quelques jours, hein, n'hésitez pas, on est à votre disposition, on essaiera d'y répondre du mieux possible. On est bien conscient que là, on nous donne beaucoup d'informations, qu'on ne peut pas forcément tout assimiler. Mais tous les éléments qu'on vous donne là, vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site ursaf.fr. Sur ursaf.fr, vous avez un petit logo, c'est marqué mesures de soutien, et ça reprend l'ensemble des informations que l'on est en train de vous communiquer et de vous commenter. D'accord.
Les périodes, quelle est la période maximale les étalements vont jusqu'à quand, Madame Sérène? Jusqu'à combien Jusqu'à de temps? combien de mensualités, vous voulez dire? Oui, Oui, alors, nous avons la possibilité d'aller jusqu'à 36 mois, mais c'est vraiment au cas vraiment, c'est au cas par cas, hein. Mais nous avons la possibilité d'aller jusqu'à 36 mois sur justificatif des difficultés de trésorerie, voilà. d'accord. Et donc là, si j'ai bien compris, on s'adresse surtout, enfin, on ne s'adresse pas plutôt à tous ceux qui vont bénéficier des différentes aides plus directes qu'on a vues dans la première partie. Exactement. Alors, dans un premier temps, les échéanciers sont partis depuis février et ça va s'étaler jusqu'en mai pour justement ces employeurs qui ne relèvent pas des secteurs S1, S1 bis et S2, d'accord, et susceptibles de bénéficier des aides à ce titre. Pour l'instant, on ne les vise absolument pas, mais les échéanciers vont être proposés après, bien plus tard, certainement, à tous ceux qui ont des problèmes et des difficultés de trésorerie. Mais pour le moment, c'est vraiment pour ceux qui ne sont pas dans ces secteurs et qui peuvent bénéficier d'autres aides. Alors, pour préciser aussi ma question et pour bien vous comprendre, si je prends le cas d'entreprises, et ça a été le cas en Guadeloupe, qui ont Oui, eu dans le cadre, enfin, qui sont dans la catégorie S2, donc pour la première période Covid, quand on a été obligé de fermer un certain nombre d'entreprises dites euh, de commerce non essentiel. Donc, ces entreprises qui ont été fermées pendant 2 mois, n'ont pas eu d'activité, est-ce elles peuvent rentrer elles sont considérées, elles sont S2, donc elles ne peuvent pas pour l'instant mettre en place les échéanciers et les moratoires. non, 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 pas pour le moment. Pour le moment, on vise les entreprises qui ne sont pas dans ces secteurs-là. D'accord. Mais il y a un calendrier qui est mis en place au niveau de la COS et qui va jusqu'en juin. Et d'autres entreprises vont être visées un petit peu plus tard. Mais pour le moment, non. Pour le moment, effectivement, non. Ils ne font pas partie de ceux qui sont visés par ces échéanciers personnalisés, en fait. D'accord. Alors, ce que l'on peut ajouter, c'est que toutes les informations que l'on vous donne, on va dire que c'est des informations jusqu'à Covid-2. Hein. Ce ne sont pas des informations qui ont été réactualisées avec la nouvelle période de confinement. Donc, vraiment, on est sur des textes de loi de 2020. Les choses vont peut-être être amenées à évoluer, mais bon, voilà. Il faut être bien conscient que là, ce qu'on vous parle, c'est tout ce qu'il y a eu jusqu'à octobre, novembre, décembre 2020, et les réponses que l'on vous apporte, c'est sur ces périodes-là. Là, on rentre encore dans une nouvelle période. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui vont changer? Ça, on n'est pas en capacité pour l'instant de vous le dire, mais bon, voilà, il faut qu'on soit précis aussi sur ce qu'on est en train de vous dire. Le support que l'on vous présente, c'est vraiment jusqu'à Covid-2. Très bien, merci beaucoup. Alors, bon, juste pour information, on en a parlé tout à l'heure, hein, c'est quand même relativement dense comme information. Donc, voilà, vous avez des fiches, qu'on appelle des fiches consignes par rapport à toutes les informations qu'on a pu vous donner. Donc, vous allez sur le site ursaf.fr, donc qui est indiqué en bas, mesure Covid-2, ursaf.fr, et après, vous reportez sur la mesure qui vous semble adaptée ou alors l'information qui vous semble adaptée. Alors ça, voilà. Alors, on a souhaité aussi parler un petit peu des travailleurs indépendants et des auto-entrepreneurs. C'est un public qui a aussi été fortement impacté par la crise sanitaire. Et il y a aussi différentes mesures qui ont été appliquées et votées pour ce type de population. Donc là, on va aborder dans une deuxième partie les travailleurs indépendants et les auto-entrepreneurs. Alors, de quoi on va parler pour cette population? Bon, ça rappelle un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, c'est-à-dire les paiements des échéances,
les aides spécifiques, la réduction des cotisations et les mesures exceptionnelles face à vos difficultés de paiement. Voilà, il y a un parallélisme avec les employeurs, avec des situations un petit peu différentes, mais globalement, vous allez voir, on est sur des mesures qui sont un petit peu identiques. Alors, là, quand je vais parler de travailleurs indépendants, c'est hors auto-entrepreneurs, puisqu'on est sur une population un petit peu différente. Pour rappel, les cotisations des travailleurs indépendants sont liées à leurs bénéfices, alors que les auto-entrepreneurs, on est sur un chiffre d'affaires. Donc, on est sur des choses un petit peu différentes. Donc là, on va parler des paiements des échéances, des cotisations, mais hors auto-entrepreneurs. Alors, vous avez un calendrier là qui est sous vos yeux. Ce calendrier, en fait, rappelle un petit peu ce qui s'est passé pendant toute l'année 2020. On a vu que les premiers mois, le travailleur indépendant payait ses cotisations normalement jusqu'à l'échéance de février. Puis, à partir de la période de mois de mars, il y a eu un report. Il y a eu un report de l'ensemble des cotisations, donc du 20 mars au 20 août 2020. Puis, une reprise des différentes échéances de septembre à décembre 2020 avec un lissage. L'information aussi qui est importante, c'est que d'office, on a diminué une partie du revenu sur lequel on calcule le montant des cotisations. Le montant des cotisations pour un travailleur indépendant, il est un petit peu particulier puisqu'il y a des cotisations définitives, il y a des cotisations provisionnelles. Et sur les cotisations provisionnelles, il y a eu un abattement de 50%. Donc, sur l'appel de cotisation, il a été revu en diminuant le montant du bénéfice sur lequel on s'appuie pour faire les calculs. Bien entendu, le report de cotisation de mars à août, qui a été lissé à partir du mois de septembre, ne fait pas l'objet de calcul de majoration de retard ou de pénalité. Petite particularité, les prélèvements qui avaient repris à partir de septembre ont pu être suspendus selon certains secteurs d'activité ou zones géographiques. Et là, on va reparler qu'en mois d'octobre, il y a eu le Covid-2, un petit peu des secteurs d'activité qui ont dû refermer, restaurants, hôtels et autres. Voilà. Ce que je disais tout à l'heure, donc toujours sur les travailleurs indépendants, sur la base de calcul des cotisations, on a diminué le montant des échéances parce qu'on est parti sur un montant de revenu à la baisse. Donc ça concerne uniquement les cotisations provisionnelles. Et là, pour les cotisations qui vont être appelées pour l'année 2020, sur les déclarations que vous allez faire bientôt, d'ailleurs, c'est à partir du mois de mai de mémoire, il y aura une diminution d'office de la base de calcul des revenus. Et cette diminution, elle est surtout sur les cotisations provisionnelles, puisque je me répète, mais les cotisations d'un travailleur indépendant, elles sont articulées avec plusieurs cotisations, avec des cotisations antérieures, N-2, avec des cotisations provisionnelles, avec des cotisations définitives. Et c'est les cotisations provisionnelles sur lesquelles on diminue le montant des cotisations. Alors, toujours pour les travailleurs indépendants. Le paiement des cotisations, je vous l'ai dit tout à l'heure, a repris à partir du 5 septembre 2020. Cependant, rapidement, on a eu la période Covid-2 qui est arrivée. Donc, pour certains secteurs d'activité, la reprise de ce prélèvement, en fait, a été suspendue à compter du mois d'octobre. En fait, ils ont repris, puis juste derrière, ça a été arrêté. Alors, notamment pour les discothèques, et puis après, la liste des secteurs d'activité que vous avez sous les yeux, mais on revient toujours un petit peu sur les activités pour lesquelles il y a eu un gros impact en termes de Covid, donc restauration, salle de sport et autres. Voilà. Après, bon, il y a eu des exceptions territoriales, mais qui ne nous concernent pas. Et sinon, il y a eu donc une reprise aussi du paiement des cotisations en janvier 2021. Donc, il y a eu cette suspension à partir d'octobre pour ces secteurs d'activité, et il y a eu une reprise des cotisations, du paiement des cotisations en janvier 2021, sauf pour les secteurs 1 et 1 bis. Alors, les cotisations des travailleurs indépendants sont de manière générale prélevées.
la majeure partie des travailleurs indépendants payent leurs cotisations par prélèvement. Donc, la CGSS, si on était sur un prélèvement, a interrompu les prélèvements des échéances relatives à des délais de paiement. Par contre, s'il y avait un paiement par chèque, on encaissait les chèques. Donc, en fonction du mode de paiement, il y avait un fonctionnement qui était différent. Les aides. Alors, il y a différentes aides pour les travailleurs indépendants. En général, ce sont des aides forfaitaires. Donc, l'idée de ces aides, l'objectif, c'est de, bien entendu, lorsqu'un travailleur indépendant est obligé de fermer suite à une décision administrative, notamment à partir du 2 novembre 2020, il y avait la possibilité d'avoir une aide forfaitaire. Alors, s'il était auto-entrepreneur, une aide forfaitaire de 500 €, et s'il était artisan, commerçant ou profession libérale, il y avait la possibilité d'avoir une aide de 1 000 €. Alors là, pour le coup, on est vraiment sur des aides sonnantes et trébuchantes. Par contre, ces aides et ces dossiers sont étudiés par une commission d'action sanitaire et sociale du CPSTI. Tout à l'heure, je vous indiquerai comment on contacte cette commission. Alors, il y a eu énormément de demandes. Il y avait une date limite, dans un premier temps, de dépôt des dossiers pour les aides, mais malgré qu'il y ait eu une date limite au 30 novembre 2020, cette commission a continué à examiner les dossiers et continue à pouvoir verser cette aide en janvier ou en février dans certaines régions, en fonction d'avancement du traitement des dossiers. Alors ça, c'est l'aide financière exceptionnelle Covid. Ensuite, vous avez l'aide financière exceptionnelle. Alors celle-là, elle est un petit peu différente. Elle peut aller jusqu'à 6 000 €. Toujours le même principe. C'est une commission d'action sanitaire et sociale qui va examiner les conditions et les modalités de versement de cette aide. Là, on est sur vraiment une difficulté exceptionnelle et ponctuelle. Quelqu'un qui a perdu un marché, une maladie, un incendie, quelque chose vraiment d'exceptionnel. Et à ce moment-là, le CCAS, vous pouvez saisir le CCAS pour une aide financière qui peut aller jusqu'à 6 000 €. Troisième aide, l'aide aux cotisants en difficulté. On est dans une situation un petit peu compliquée, il y a une difficulté à pouvoir payer ses cotisations. Il y a la possibilité d'une prise en charge totale ou partielle des cotisations, à concurrence du montant d'un semestre de cotisation, donc pas plus de 6 mois, on va dire, d'échéance de cotisation, et c'est renouvelable une seule fois. Et là aussi, il faut passer par le CCAS pour formuler sa demande. Donc on voit bien qu'il y a différents types d'aides. Une aide, on va dire, un petit peu ponctuelle, une aide exceptionnelle en cas de difficulté particulière, et puis éventuellement une aide au paiement des cotisations. Donc voilà, on a 3 dispositifs pour aider la population des travailleurs indépendants. Mais on a toujours le même interlocuteur qui est la CAS. Oui, j'ai peut-être dit CCAS depuis tout à l'heure, mais c'est la CAS. Comment on fait la demande? Eh bien, on va sur le site cqindépendant.fr, ensuite rubrique Action sociale, et après on formule sa demande. Autre dispositif, donc on a vu, on a une aide au paiement, on a des aides qui sont exceptionnelles, un petit peu comme pour le régime général, où on a aussi un dispositif de réduction des cotisations. Alors, le dispositif, en fait, va sur 2 périodes. Il y a eu la première période du début de l'année 2020 et puis une deuxième période. Sur la première période, on va retrouver nos secteurs d'activité. En fonction du secteur d'activité, il y a la possibilité d'avoir une réduction de cotisation. Donc, elle pouvait s'élever à 2 400 € si on était sur les secteurs 1 et 1,10 et 2 800 € pour les secteurs qui relèvent du secteur 2. Alors, toutes ces informations-là, pour ces réductions de cotisation, l'information, elle va passer par la DGFiP. Alors, on peut vous donner une information, à partir de 2021, il n'y a plus de déclaration de revenus qui soit adressée à l'URSSAF. Maintenant, tout passe par les services fiscaux qui, après, nous transmettent l'information. Et c'est en fonction des informations
que vous allez indiquer, mentionner dans votre déclaration fiscale, qu'on va prendre connaissance de ces informations. Et si vous relevez de ces secteurs-là, il y aura la possibilité effectivement de déduire les montants forfaitaires que j'ai indiqués tout à l'heure. Donc là, on était sur les sommes que je vous ai dit, les 2400 € et 1800 €, c'est lorsqu'on était sur Covid-1. Sur Covid-2, c'est un petit peu différent. Là, on a un montant forfaitaire. Pour les secteurs 1 et 10, c'est 600 € par mois, d'octobre 2020 à janvier 2020. Par contre, il faut remplir deux conditions. La première, mesure d'interdiction d'accueil du public et baisse du chiffre d'affaires d'au moins 50%. On retrouve un petit peu ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure sur les situations qui permettent de bénéficier des aides. Donc là, pour le travailleur indépendant, la possibilité de réduire ses cotisations de 600 € par mois s'il remplit ces deux conditions. Par contre, s'il est sur le secteur 2, donc on va dire une fermeture administrative, il y a une réduction uniquement de 600 € pour le mois de novembre 2020. Hein, ce dispositif dont je parle là, c'était à l'époque, c'était pour le Covid-2. Donc, ces différentes réductions forfaitaires s'imputera sur votre échéancier de cotisation, hein, sur vos prélèvements qui sont censés arriver tous les mois ou tous les trimestres. Pour les auto-entrepreneurs, donc c'est une population un petit peu différente. Hein. Pour rappel, on est plutôt sur du chiffre d'affaires. Il y a la possibilité pour les auto-entrepreneurs, il y a quand même un dispositif d'aide qui a été mis en place. C'est la possibilité de déduire du chiffre d'affaires les périodes de septembre à décembre 2020. Si je fais partie du secteur 1 et 1 bis. Donc je suis auto-entrepreneur, je travaille dans l'hôtellerie ou pour l'hôtellerie. Je déclare mon chiffre d'affaires de l'année 2020, je déduis du chiffre d'affaires à déclarer toutes les périodes de septembre à décembre 2020. Par contre, sur le secteur 2, je déduis uniquement le mois d'octobre 2020. Les mesures exceptionnelles face à vos difficultés de paiement. Alors, un petit peu comme pour tout à l'heure, hein, il y a parfois des difficultés à régler les différentes échéances. Donc, les modalités, c'est que le travailleur indépendant peut se rapprocher de la CGSF pour demander une interruption du prélèvement automatique, ainsi qu'un échelonnement du paiement de ses cotisations et contributions sociales. Hein, il faut savoir, ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est que le travailleur indépendant, d'une manière générale, acquitte ses cotisations par prélèvement. Donc, s'il souhaite interrompre le prélèvement automatique, il n'y a aucune démarche vis-à-vis de la CGSF nécessaire pour les cotisants qui vont relever du secteur 1 et 1 bis. Pour cela, il n'y a pas de démarche à faire, ça va être suspendu automatiquement. Les modalités de régularisation des cotisations 2020. Donc, vous l'avez bien compris, on est sur une période 2020 un petit peu atypique, c'est-à-dire que pendant un moment on paye, pendant un moment on ne paye plus, à un moment ça reprend et à un moment ça s'arrête. Donc on voit bien qu'on est sur des situations un petit peu particulières. D'une manière générale, la CGSF, lorsqu'elle connaît le secteur d'activité, procède à la suspension des prélèvements de manière automatique. Voilà. Par contre, la CGSF aussi peut se rapprocher, pour certaines situations, de chaque travailleur indépendant pour l'année 2021 pour proposer un échelonnement du paiement des cotisations 2020 via un plan d'appurement. Donc voilà, il faut retenir deux choses. Vous pouvez avoir une suspension des prélèvements, mais cependant, vous avez quand même un solde à payer ou à régler qui reste difficile. À ce moment-là, il y a un rapprochement de la CGSF avec le travailleur indépendant pour proposer un échelonnement du paiement des cotisations via un plan d'appurement. Le plan d'appurement, il globalisera quoi? Tout l'ensemble des cotisations de 2020, toutes les dettes antérieures à 2020. Donc là, on est sur un schéma identique à ce qu'on a dit tout à l'heure sur le régime général. À partir du moment où vous êtes sur des difficultés de paiement et sur un plan d'appurement,
on prend la dette Covid, mais on prend ce qu'il y a eu aussi avant, systématiquement. De manière identique à ce qui a été dit tout à l'heure, on peut aller jusqu'à 36 mois. Et bien entendu, il y a une remise des majorations de retard à partir du moment où on respecte les modalités du plan d'appurement. Donc on voit bien qu'on a une similitude employeur du régime général et travailleurs indépendants sur les modalités des plans d'appurement, avec bien entendu une dette globale. Sur la remise partielle des dettes, alors, il y a la possibilité de demander une remise partielle de cotisation dans la limite de 900 €, avec des conditions à remplir, toujours un petit peu pareil, diminution de 50% de l'activité par rapport à l'année précédente. Et bien entendu, toujours pareil, comme tout à l'heure, si on n'a pas bénéficié du dispositif de réduction des cotisations. Donc là, en fait, on est plutôt sur la population hors S1, S1 bis, S2. Alors, quand on parle de dette, quand on parle d'URSSAF, on a des partenaires, et notamment les huissiers. Lorsque vous avez une dette qui est en cours de recouvrement par un huissier de justice, on a donné des instructions à l'huissier qui prend contact avec le travailleur indépendant pour mettre en place un délai de paiement ou éventuellement renégocier les modalités d'un délai de paiement déjà en cours. Voilà. Donc voilà. Alors, on en a terminé. On a bien conscience que c'est probablement très très dense sur l'ensemble des sujets. On vous a mis aussi la liste des sites web sur lesquels vous pouvez vous connecter pour revenir un petit peu sur ce qui a pu être dit depuis tout à l'heure. Revenir aussi sur, en fonction du secteur d'activité ou du régime dont vous dépendez, régime général employeur ou régime travailleur indépendant. Et pour les travailleurs indépendants, toujours un petit peu la même chose. Est-ce que vous avez des questions sur... Pas de questions? J'entends personne. Avez-vous des questions? Moi, j'ai une question. Bonsoir. Je voulais juste savoir, en tant qu'auto-entrepreneur, c'est quand même très compliqué sur votre plateforme. Alors, moi, je n'ai pas de recul parce que je suis auto-entrepreneur depuis le 1er décembre 2019. Donc, je ne savais pas que le Covid serait parvenu en 2020. Enfin, personne ne le savait. Et donc, j'ai fait ma déclaration sur mes revenus. Bon, mon activité n'est ni sur du S1 ni sur du S2 puisque je suis un cabinet de recouvrement. Mais néanmoins, je n'ai pas de recul. La seule chose que je sais, c'est que j'ai dû avoir une activité très limitée par rapport à ce que je prévoyais. Oui, mais un peu comme tout le monde, j'allais dire. Ouais, non, la seule chose, c'est que moi, je n'ai pas de recul. Je ne travaillais pas je n'ai pas eu de bilan, enfin, je n'ai pas fait d'exercice en 2019. Alors, l'avantage, on va dire, de l'auto-entrepreneur, c'est que sa déclaration, elle se fait uniquement sur le chiffre d'affaires. Alors, j'allais dire que malheureusement, vous n'avez peut-être pas eu le chiffre d'affaires souhaité, mais cependant, comme il est calculé en fonction du chiffre d'affaires, si vous avez eu un chiffre d'affaires qui est faible, le montant des cotisations est, on va dire, est en rapport avec le montant des chiffres d'affaires déclarés. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, c'est un moindre mal. C'est un moindre mal que par rapport à un travailleur indépendant pour lequel son appel de cotisation peut être sur des exercices antérieurs. Et là, pour le coup, entre des exercices antérieurs où ça a pu bien marcher et une baisse d'activité, une baisse de revenus, il se retrouve avec un décalage. Alors que l'auto-entrepreneur, on va dire, quelque part, il paye des cotisations, mais par rapport à son activité réelle sur le moment. Donc voilà, on va dire qu'il est peut-être dans une situation un peu plus confortable. Et c'est pour ça que d'ailleurs, toutes les aides que j'ai citées sont plutôt destinées aux travailleurs indépendants. Un petit peu aux auto-entrepreneurs, mais plutôt autour des travailleurs indépendants. Mais la seule difficulté, c'est de pouvoir payer ses cotisations parce que pour pouvoir payer mes cotisations, bon, je ne vais pas prendre le micro non plus, mais pour pouvoir payer mes cotisations, il a fallu que je fasse des courriers, il a fallu que je contacte la Martinique,
parce que c'était impossible de payer mes cotisations en ligne sur mon site, sur ma plateforme. Martine, tu peux répondre ou pas par rapport à ça? Alors, concernant les auto-entrepreneurs, c'est vrai que le site, c'est auto-entrepreneur.fr, hein, c'est pas ursaf.fr. Donc, nous, au niveau de l'accueil, on gère pas forcément ce qui se passe sur le site, en fait. Donc, je peux pas vraiment vous apporter de réponse à ce sujet. Vraiment, mais par contre, si vous voulez laisser vos coordonnées, peut-être qu'on vous apportera une réponse ultérieurement. D'accord? Laissez vos coordonnées à Madame Jean et on verra comment on peut régler ce problème. D'accord, ok, très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. D'autres questions? Alors, Madame Siret, moi j'ai une question d'ordre purement d'organisation dans la période que l'on vit et puis vos évolutions en dématérialisé. Comment vous fonctionnez? Est-ce que vous avez toujours un accueil physique? Quelles sont les possibilités? Donc, nous, on va conseiller à tous nos adhérents de centraliser et puis on va vous transférer les questions. Mais en Oui. fait, est-ce que globalement, vous avez un système pour recevoir le public et alors comment ça se passe? Alors, évidemment, depuis le premier confinement, on n'a pas repris la réception physique des cotisants, hein. Pas du tout. Par contre, nous avons mis en place deux nouveaux outils. Un outil qui s'appelle Contact Rendez-vous. Donc, on reçoit, les cotisants vont sur ursaf.fr, sur leur dossier en ligne et prennent rendez-vous directement, planifient eux-mêmes, ils choisissent sur le calendrier qui leur est proposé sur leur espace, ils planifient le rendez-vous et on traite des rendez-vous tout le temps. Donc, on a ce contact rendez-vous qui a été mis en place et nous avons aussi Marco, qui est un autre outil, c'est-à-dire que les cotisants aussi, par le biais de leur espace en ligne, nous envoient des mails pour pour tout, hein, pour toutes sortes de choses, même des accords de paiement, hein, on en reçoit aussi beaucoup par le biais de Marco. Donc, on a ces deux outils qui font que nous sommes toujours en lien avec les cotisants qui ont besoin de nous. Voilà. Voilà. Alors, je vous encourage et j'encourage tous les cotisants à vraiment créer leur espace en ligne parce que tout se fait en ligne, en fait. C'est très, très, très important. Très important. Vous avez vu tout à l'heure, pour la renégociation des échéanciers, il faut aller sur son espace en ligne, sur son compte DCL et renégocier son échéancier. C'est extrêmement important, justement, dans les temps qu'on vit. C'est important de pouvoir nous contacter par le biais de votre espace en ligne. Très bien. Mais écoutez, est-ce qu'on a d'autres questions? En tout cas, je veux vous remercier pour toutes ces informations. Bon, c'est vrai que c'était dense, mais c'est complet. C'est vrai qu'en fait, vous n'y pouvez rien, mais on aurait préféré avoir des dispositifs plus simples, beaucoup, Oui. parce que là, tout se suit. Mais bon, on n'y peut rien. En tout cas, merci mille fois pour cet exposé très clair et très synthétique, malgré tout, de l'ensemble des mesures. Moi, j'invite vraiment tous les gens qui sont là et même les autres d'aller sur leur site, d'aller sur leur page URSAF et puis s'il y a des difficultés, de prendre contact avec GENA qui vont vous les faire remonter de façon à solutionner assez vite parce qu'il y a un mot qui m'a fait peur et je sais que ça fait peur à beaucoup de Guadeloupéens, c'est le mot huissier. Donc, il faut vraiment anticiper et faire le maximum de formalités avant que ce soit les huissiers parce que ça devient plus compliqué et plus cher. Tout à fait. Tout à fait.